Bien, donc Jean-Philippe Brett, donc j'appartiens au collectif Sauvons le climat. Alors justement, c'est un collectif composé aussi d'autres associations, et notamment une association que je représente ici, c'est l'AEPN, donc l'Association des écologistes pour le nucléaire. Un terme qui parfois un petit peu interpelle. Et alors on va parler de la transition énergétique, de la loi pour cette transition, et notamment dans cette loi, il y a l'objectif de diminuer d'un tiers le nucléaire en France. Donc est-ce que c'est la meilleure solution? Je propose d'ouvrir le débat ce soir. Et puis je laisse Gérard se présenter. Bien. Moi, je suis donc vice-président de Sauvons le climat. Je suis aussi membre d'ailleurs de l'AEPN, entre parenthèses. Voilà, je suis un ancien prof d'université, prof de physique, et j'ai été amené à m'intéresser au climat parce que je travaillais sur les molécules à effet de serre pendant toute ma carrière. Alors c'est un peu loin du climat, mais enfin, nous, on fournit les données qui permettent aux climatologues de faire leur modèle. Voilà, pour dire un peu les choses un peu simplement. Puis je me suis intéressé aussi à l'énergie. J'ai d'ailleurs écrit un petit bouquin qui date un peu, donc je ne vais pas amener. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Et donc, donc j'ai prévu un petit diaporama qui va nous prendre, je pense, une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure. J'essaierai d'être le plus court possible, parce que je pense que le plus utile, c'est ce que vous aurez à dire, et c'est l'échange que nous aurons. Je trouve que tout commence dans les années 2000, avec premièrement la fermeture prématurée sans aucune consultation du public de Superphénix. On avait 25 ans d'avance. Maintenant, les surgénérateurs, qui est donc l'avenir du nucléaire, se trouvent en Inde, en Russie et en Chine. Et nous, eh bien, ma foi, nous n'avons plus ça à notre disposition. Il faut savoir que si on passe aux surgénérateurs, nous avons sur notre sol de 3000 ans de carburant nucléaire sur notre sol. C'est-à-dire qu'on pourra devenir exportateur d'énergie dans quelques temps. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Donc à mon avis, ça c'est le premier couac dans une politique réfléchie de l'énergie. Le deuxième, c'est le Grenelle de l'énergie avec Madame Kosciusko-Morizet, qui a décidé de développer à tout va les éoliennes à tout crin et le solaire. Principalement les éoliennes, et on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus un seul territoire qui souhaite avoir des éoliennes, mis à part ceux qui touchent un peu de fric. Mais pour les autres, le citoyen qui n'est pas touché, lui, il n'en a pas envie, parce qu'il suffit d'être... si vous avez une éolienne à côté de votre maison et que vous êtes propriétaire de votre maison et le prix de la maison est divisé par 2. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà un peu le deuxième. Quoique le troisième, c'est celui qui est sur cette diapositive. C'est la loi NOM, qui était donc faite en 2010, qui avait comme objectif, j'ai recopié typiquement les attendus de cette loi, c'est assurer alors, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, cette loi, c'est une loi qui vient de l'Europe. Très clairement. Parce que l'Europe considère que c'est scandaleux qu'EDF ait un monopole, finalement, sur la fourniture d'électricité. Donc, il faut ouvrir le marché et donner la possibilité à d'autres qui ne produisent pas d'électricité, d'ailleurs, ou très peu, de pouvoir vendre de l'électricité qu'ils achètent à EDF. Et donc voilà, donc c'est assurer aux fournisseurs alternatifs, c'est ce que je viens de vous dire, un droit d'accès à l'électricité nucléaire historique, à un prix dit ARENH, de manière soi-disant transitoire. Je dis bien soi-disant parce qu'il y a des transitoires, c'est comme la parenthèse libérale, ça peut être du transitoire qui ne peut ne jamais se refermer. Et transitoire et limité en volume, mais quand même on n'en est pas loin du quart de la production qui est vendue à ces
à ces distributeurs alternatifs. Donc c'est 100 TWh pour 480, et puis ça peut très bien augmenter, je suis un peu inquiet sur ça, à des conditions équivalentes, donc celles dont bénéficie le fournisseur historique, c'est-à-dire celui qui a fabriqué les centrales. Bon, maintenant, on lui dit, vous les avez fabriquées, c'est bien. C'est un peu comme les autoroutes, ça. Ah ben, il y en a qu'en payer, maintenant on va les redonner au privé. Bon, c'est un choix, hein, qu'on peut critiquer, ou pas. Deuxième remarque. Permettre c'est absolument fabuleux de dire ça. Permettre la préservation du parc nucléaire historique d'EDF, c'est-à-dire assurer le financement du parc existant, permettre à EDF de sécuriser ses engagements, heureusement quand même qu'il peut encore développer un peu de sécurité dans les centrales nucléaires. La sécurité dans les centrales nucléaires, c'est essentiel, il faut le dire quand même comme ça. Et à long terme, prévoir le démantèlement et la gestion des déchets, et également réaliser les investissements nécessaires à l'allongement de la durée d'exploitation des réacteurs. Mais ça ne prévoit en aucun cas le remplacement des centrales existantes. Donc c'est très clairement prévu pour ensuite sortir du nucléaire. Je peux le dire comme ça. Alors, il y a aussi maintenir des prix compétitifs en France pour les consommateurs, alors qu'on nous raconte que le nucléaire c'est extrêmement cher et que les renouvelables ne le sont pas. J'aurai à vous parler de tout ça dans très peu de temps. Alors, cette loi, elle ne fonctionne que si on vend aux fournisseurs alternatifs l'électricité à un prix pas cher. Et bien, c'est prévu dans la loi, ne vous inquiétez pas, avec l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Hein, et donc, les 100 TW sont vendus au prix de 42 € le mégawattheure. 42 €, c'est donc à peu près le prix qu'EDF, c'est pas le prix, c'est le coût que EDF dépense pour produire ces kilowattheures. Et on le vend à prix coûtant, on va dire. Voilà, à peu près ça. Il y a un tout petit... Enfin, il n'y a même pas de bénéfice, puisque le bénéfice, il ne sert pas à se mettre de l'argent chez les actionnaires, qui est quand même très majoritairement l'État, mais il sert à, justement, sécuriser le parc et à pouvoir continuer à le faire fonctionner. L'autre aspect de ce que l'on a là-dessus, c'est l'achat de la production d'électricité renouvelable, qu'on en ait besoin ou pas. Vous savez sans doute que parfois, il y a beaucoup de vent, puis il y a peu de consommation. Qu'on a un pays à côté de chez nous qui s'appelle l'Allemagne, qui a dépensé plus de 400 milliards, je ne sais pas si ça vous parle, 400 milliards, c'est tellement beaucoup que ça ne parle pas tellement finalement. Mais c'est quand même une quantité absolument extraordinaire. Quand on nous parle du coût faramineux de la construction de l'EPR, on en est à 10 milliards à peu près, peut-être plus, je ne sais plus. L'ordre de grandeur, c'est 10 milliards. Là, c'est 400 milliards, donc c'est 40 EPR. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Et de temps en temps, donc, cette énergie renouvelable est surabondante, c'est-à-dire on en produit plus que l'on en consomme. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on la vend pas cher. Plus on en produit, on la vend même à des prix négatifs. On pourrait se dire, ben, c'est bien, nos consommateurs, ça va nous rapporter puisque les prix sont négatifs. Que nenni! Parce qu'il y a la première ligne au début. Non, il y a l'achat de la production d'électricité est donné à un taux, j'en reparlerai tout à l'heure, bien défini, et donc elle est achetée, même si elle est revendue, elle est achetée assez cher, très cher d'ailleurs, même si elle est revendue à des prix négatifs. C'est assez bizarre de voir ça. Je ne suis pas économiste, je n'ai pas le sentiment que ça soit bien pensé. Il y a aussi une autre chose, c'est priorité d'accès au réseau des renouvelables. C'est-à-dire qu'on en ait besoin ou qu'on n'en ait pas, ça va dans le réseau. Ça a quoi comme conséquence?
eh bien c'est les autres énergies, c'est les autres productions d'électricité qu'on est obligé de baisser. C'est-à-dire que moi, quand je vois une éolienne qui tourne, je me dis, bah tiens, tout ça, ça augmente le prix des autres énergies, puisqu'on est obligé, par exemple, de baisser la production du nucléaire, et donc, ça coûte le même prix pour la produire qu'on en produise ou pas, et donc ça augmente de façon relative le prix du nucléaire. Puisque les autres productions doivent s'effacer. Alors le coût d'achat des renouvelables, voilà, à comparer au prix qu'EDF est obligé de vendre aux fournisseurs alternatifs son électricité d'origine nucléaire. Alors, on entend, ça coûte très cher le nucléaire, ceci, cela, mais les faits sont ceci, et ça c'est dans la loi, c'est pas simplement des petits trucs comme ça. Et pendant qu'on y est, ça c'est en 2010, à tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à maintenant, 2015, on en rajoute une couche, parce que ça suffisait pas encore, eh bien on a fait une loi de transition énergétique pour la croissance verte. Il se trouve qu'un député m'a demandé de la lire et de travailler un peu sur ce sujet. Je peux vous dire que ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie. Premièrement, c'est 412 pages, 64 articles, 4 chapitres, 3 annexes, et c'est surtout pour moi ce qui m'a horrifié, c'est le nucléaire ne doit pas dépasser 63,2 gigawatts. 63,2 gigawatts, c'est à peu près la production actuelle, c'est-à-dire si on en rajoute un tout petit chouïa, on est obligé de fermer autre chose. Typiquement, quand on va mettre en marche EPR, il faudra, c'est écrit dans la loi, fermer des centrales nucléaires, et en particulier, vous avez entendu parler sans doute, c'est la raison pour laquelle Fessenheim va fermer. C'est pas parce qu'elle est vieille, ça n'a aucun sens. Il y en a en Suisse qui sont plus vieilles et qui continuent à fonctionner. Il y en a aux États-Unis qui fonctionnent jusqu'à 60 ans et qui sont en train de prévoir de les faire fonctionner jusqu'à 80. Alors on nous dit, c'est des vieux machins, ça n'a aucun sens de dire des choses comme ça. Il y a toutes les parties mécaniques qui sont dans une centrale nucléaire sont changées, si c'est nécessaire, après un regard tous les 10 ans sur les trucs. Maintenant, il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas changer, c'est la cuve, qui est donc une cuve, hein, et puis elle est regardée. Le jour où elle sera plus fiable, bien évidemment, on fermera la centrale. Évidemment. Jean-Pierre, merci. Alors, il y a quand même des objectifs dans la loi qui ne sont pas idiots. Je vais la critiquer, donc je commence par dire ça. Réduire les émissions de gaz à effet de serre françaises pour contribuer à l'objectif européen. Ça, je pense que j'en ai rien à foutre de l'objectif européen, mais réduire les émissions de gaz à effet de serre françaises, ça me paraît bien, de 40% en 2030. Bon, a priori, on n'y arrivera pas, vous verrez pourquoi, mais l'objectif n'est pas idiot en soi. Deuxièmement, diminuer de 30% notre consommation d'énergie fossile en 2030, pareil. C'est la même chose. C'est la même logique. Parce que si on diminue la consommation d'énergie fossile, on va baisser les émissions de CO2. Donc c'est la même chose. Pour ça, ils auraient pu faire qu'un seul item. Mais là où ça pose problème, c'est le troisième. Le troisième, ça veut dire amener la part du nucléaire à 50% de la production d'électricité en 2025. Vous avez vu que même Nicolas Hulot a dit « Ah ben non, soyons sérieux, c'est quand même pas possible. On va repousser l'échéance. » La PPE, et puis la petite loi, comme on l'appelle, va dans le même sens. On repousse l'échéance. On a d'ailleurs un peu... je reviendrai plus tard. Ensuite, développer les renouvelables, puisque c'est le dogme, hein, il faut développer les renouvelables, à 32% de notre consommation d'énergie finale, soit 40% d'électricité produite et 38% de la chaleur consommée
ainsi que 15% des carburants. Bon, ça, c'est un choix. On considère que la France est riche et qu'on peut continuer à dépenser de l'argent comme ça. Je vous rappelle quand même que la première manif des Gilets jaunes, c'était pour se battre contre la taxe écologique qui prévoyait de mettre une taxe sur les carburants, et cette taxe allait théoriquement était prévue pour développer les énergies renouvelables. Les Gilets jaunes n'en ont pas voulu. Le gouvernement a retiré d'ailleurs cette taxe-là. Pour combien de temps, j'en sais rien. On commence à entendre « Ah, ben il faudra bien qu'on en remette, il faudra bien ceci. » Donc voilà, il faut savoir à quoi sert la taxe. Je trouve que c'est très intéressant. Diviser par deux notre consommation finale d'énergie. C'est un vœu pieux. Je crois qu'il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, se chauffer 2 fois moins. Se chauffer 2 fois moins, il faut avoir conscience de ce que ça veut dire. Si on garde le même appart, bien sûr on peut isoler, mais ça coûte la peau des fesses. Hein. Mais si on chauffe 2 fois moins, si on garde le même appartement, pour se chauffer 2 fois moins, sachant que 1 degré c'est 7% de moins de consommation, 2 fois moins, 7 fois 7, 49, admettons que ça fait 50% de moins, ça veut dire 7 degrés de moins chez vous l'hiver. Vous pouvez lever la main, ceux qui sont d'accord? Voilà. Je pense qu'il faut chiffrer les choses de temps en temps, parce que sinon ça n'a aucun sens. Il faut aussi, avec ça, se déplacer 2 fois moins. S'habiller 2 fois moins. Manger plutôt ou moins. Peut-être pas 2 fois, on peut faire peut-être autrement, mais enfin, voilà un petit peu ce qu'il faut avoir en tête. Et j'en oublie sans doute. Il y a aussi une chose qui est importante à regarder, c'est Jancovici. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur, Jean-Marc Jancovici, qui est un grand spécialiste et un grand communicateur sur l'énergie, qui dit en gros, il faut continuer à développer le nucléaire, mais soyons sérieux, il faudra peut-être aussi qu'on baisse notre consommation. Je suis pas loin de penser comme lui. Je pense quand même qu'il faut d'abord essayer de développer une énergie pour qu'on en ait tous assez, et que si ça ne suffit pas, il faudra baisser notre consommation. Quand on n'a plus le choix, on sera bien peut-être amené à faire ça. C'est pas pour ça que je suis un chaud partisan de la décroissance, mais faudra voir. Mais si on regarde le produit intérieur brut et la consommation énergétique mondiale, si on fait ça, on peut faire un point. Là, c'est la consommation d'énergie. Là, c'est non, c'est l'inverse. Vous voyez, ça, c'est le PIB mondial, et ça, c'est la consommation d'énergie. Ben, qu'est-ce que l'on voit? Eh ben, plus on consomme d'énergie, plus le PIB augmente. Moins on en consomme, enfin, ça veut dire qu'on aurait pu s'en douter, hein, quand même. Mais c'est mieux quand on regarde sur une courbe. Enfin, quand on est un scientifique comme moi, les courbes, ça parle. Mais bon, voilà, un peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu peux... Ah, voilà. Alors, un autre aspect des choses qui me semble quand même pas inintéressant, c'est l'espérance de vie à la consommation énergétique. Alors, on regarde ça pays par pays. Alors, c'est très discutable, je vous le dis tout de suite, ce graphique, parce qu'on voit bien que si on consomme comme le Qatar, on ne vit pas forcément beaucoup plus vieux au Qatar. Si on consomme comme la Russie et qu'on boit autant de vodka, on ne vit pas non plus beaucoup plus vieux en Russie. Voilà un peu, mais globalement quand même, on voit bien que au départ, il faut consommer quand même un petit peu pour augmenter son espérance de vie, et à partir d'un certain moment, une fois qu'on en a suffisamment, donc on peut sans doute diminuer sa consommation, mais sans doute pas autant qu'on le voudrait.
La France est là. Si on veut diviser par 2, on serait là. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Voilà un peu. Merci pour la suivante. Alors, là, on va switcher, parce que j'aurais dû les mettre les deux sur le même, entre celle-là et la suivante. Attends une petite seconde. Je vais déjà parler de celle-ci. Vous le savez très bien, le nucléaire produit 70, 75, là c'est 72 en 2015, % de notre électricité. Si on regarde aussi le solaire, c'est je ne sais pas combien, c'est 1,5. Et puis l'hydraulique, évidemment, produit encore beaucoup. On est à combien? 12%? 8,2. Non, c'est moins. C'est la variation par rapport à l'année précédente, ça. Alors attends, l'hydraulique 12. L'hydraulique 12, hein, c'est ça. Oui. Voilà. Donc voici un peu ce qu'il en est. Ça, c'est l'énergie produite. Maintenant, tu passes au suivant. Et là, c'est la puissance installée. C'est-à-dire que la puissance installée en nucléaire, contrairement à ce que tout le monde pense, elle est beaucoup moins, elle est moins de la moitié de la puissance installée des autres énergies. Et avec simplement 48, on produit 72. Pourquoi? C'est tout simple. Il n'y a même pas besoin de ces graphiques-là pour le savoir. Elles tournent tout le temps, alors que les éoliennes, elles tournent que quand il y a du vent. Et les panneaux solaires, ils ne produisent que quand il y a du soleil. Donc, avec un panneau solaire qui fonctionne à peu près 10% du temps, il en faudrait 10 fois plus que du nucléaire pour produire autant. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Examinons aussi un tout petit graphique. J'aurais pu mettre d'autres pays. J'aurais pu mettre par exemple la Suède, qui est plutôt dans la même logique que la France. La Pologne, qui est plutôt dans la même logique que l'Allemagne. Donc les émissions de CO2 par habitant, en gros, c'est de l'ordre de... c'est la moitié, quoi. Un Français produit 2 fois moins de CO2 qu'un Allemand. Alors le prix, Jean-Philippe m'a dit que c'était pas tout à fait 14 euros. Mais les deux ont augmenté. Les deux ont... Ah oui, ça c'est à une certaine date. Hein. Bon, j'ai pris le même... L'ordre de grandeur, le rapport est le même. Voilà, le rapport est à peu près le même. On n'est pas tout à fait à la moitié, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire on paye 2 fois moins cher notre électricité que les Allemands. Pour un résultat 2 fois moins bon. J'ai même eu un argument une fois de quelqu'un qui m'a dit, oui mais, vous savez, il faut qu'on ferme notre nucléaire parce que si on ne le ferme pas, ça nous donnera un avantage économique comparatif par rapport à l'Allemagne trop grand. Et dans ce cas-là, les Allemands ne fermeront pas leur centrale charbon. Donc l'argument est quand même assez spécieux, puisqu'il faudrait qu'on ferme quelque chose qui ne produit pas de CO2 pour qu'eux, on ferme qui produit du CO2. J'avoue que je ne comprends pas bien. Mais bon, c'est un peu comme ça. Voilà un peu. Je crois qu'il faut avoir ces chiffres-là quand même, parce que je ne sais pas si vous voulez payer votre électricité 2 fois plus cher, presque 2 fois plus cher, et émettre 2 fois plus de CO2, puisque votre électricité, dans ce cas-là, sera... Alors, je sais ce qu'on va me dire. Je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais les éoliennes ne produisent pas de CO2 non plus. Les panneaux photovoltaïques ne produisent pas de CO2 non plus. C'est vrai. Mais à quoi ça sert dans un pays qui produit très majoritairement son électricité sans émettre de CO2 de substituer l'éolien au nucléaire qui n'en produit pas non plus, c'est-à-dire en gros dépenser de l'argent pour rien. Voilà un peu, c'est quand même une chose un peu aberrante. Vous pouvez me couper hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi d'ailleurs, n'hésitez pas. Les jeunes, souvent les jeunes sont critiques. Oui, vas-y, allez-y. C'est juste, on
disais juste que la comparaison entre la France et l'Allemagne, votre point est plus sur la différence entre le nucléaire et le charbon, pas tant sur la différence entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Ah ben c'est un choix des Allemands, le charbon. Oui, tout à fait. Et c'est un choix des Français, le nucléaire. Donc, voilà, j'attaque pas les Allemands en tant que tels en disant ça. Avec le charbon, on est bien d'accord. Mais bon, c'est même pas du charbon, puisque c'est de la lignite. Est-ce que vous avez une statistique sur l'évolution en Allemagne de la répartition entre renouvelables et sur les 5 dernières années ou les 10 dernières années? Oui, ils ont aussi quelque chose qui est remarquable, il faut quand même le dire. Ils ont à peu près 30% de leur production d'électricité qui se fait avec des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Conséquence de ça, l'électricité a été multipliée par un facteur 1,5 à 2, le prix, et les émissions de CO2 n'ont pas changé d'un iota. Pourquoi? Parce que ça a servi à fermer des centrales nucléaires. Donc on voit bien que ça ne sert à rien. Madame. Après l'expérience de Tchernobyl, moi je vivais en Italie à l'époque, et dans la vallée du Friuli, qui a été une des vallées les plus atteintes, j'ai très peur des accidents du nucléaire. Et ensuite, en vivant à côté de ceux qui ont monétarisé tous les dangers à l'époque et mesuré, je me suis aperçue que le danger c'était aussi le quotidien, car qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires? Car tout ce qui a été en contact avec la marmite, là, devient radioactif, et qu'est-ce qu'on enfouit? Pour l'instant, on l'enfouit où, quand, comment, jusqu'à quand? Non, je... Bien, Jean-Philippe va vous répondre. Alors, et puis après je passerai la parole à Gérard. Hein. Alors déjà, moi je m'exprime en tant qu'AEPN, et donc moi je suis un citoyen, j'ai pas de conflit d'intérêt dans le nucléaire. Donc moi je regarde ce que disent les scientifiques, et j'essaye pour l'intérêt général de peser les risques et d'être vraiment objectif. Voilà. Après, vous pouvez répondre. Alors, sur Tchernobyl, déjà, il faut bien pas confondre les différents types de nucléaire. D'accord ? Vous avez le nucléaire de Fukushima, par exemple, qui n'a pas d'enceinte de confinement en béton. Donc quand ça pète, ça part partout. En France, ça n'existe pas, il y a toujours des enceintes de confinement en béton, heureusement. Ensuite, Tchernobyl, pareil, il n'y avait pas d'enceinte. Et en plus, c'était du graphite qui brûlait, donc le panache, il partait. Et le panache, ça brûle, ça emmène la radioactivité. Hein, voilà. Donc ça a fait un nuage sur l'Europe, effectivement, pendant plusieurs jours. Hein, 5, 10, 15 jours. Hein. Et alors, il y a eu les vents qui les ont emmenés. Il faut savoir qu'on a eu la chance d'avoir un anticyclone en France, donc ça a duré 3-4 jours, et puis le vent est reparti un peu sur l'Italie, l'Allemagne, etc. Voilà. Si on regarde les doses qui ont été reçues, il faut bien comprendre ce que c'est que la radioactivité. Souvent, les gens ont dit, la radioactivité, qu'est-ce que c'est, je vais mourir. Bon. Mais tout est une question de dose, en fait. Une banane, c'est radioactif. Notre corps, ça émet 10 000 becquerels par seconde. Donc on est tous radioactifs un petit peu. Voilà. Et donc les doses qui ont été reçues, elles ont été diluées par 1000, 2000, 3000 km. Donc la dilution est exponentielle. Et donc ce qui a été reçu en France, en Italie, c'est de l'ordre de 0,17 millisieverts. Millisieverts, c'est l'unité de mesure qui fait qu'on regarde ce que ça peut faire de mal pour le corps humain. Hein, d'accord ? Et donc la radioactivité ambiante... Je termine et puis je vous passerai la parole. Je vous donne la parole, je termine. Donc la radioactivité ambiante, c'est 2 millisieverts, 3 millisieverts. Là on voit qu'on a eu 0,17 de plus, donc c'est-à-dire dans l'épaisseur du trait. Pour les premiers cancers, c'est 100 à 200 millisieverts, pour avoir les premiers cancers détectables, voire 500, voire 1000 parfois. Hein. Donc 0,17 c'est rien. Alors les champignons, effectivement, ils accumulent, donc ils concentrent. Donc si on mangeait 2 kg de champignons pendant 50 ans, on aurait peut-être le début du quart d'une chance d'avoir un cancer. C'est ça l'ordre de grandeur. Parce que je vous dis, c'est dilué, donc le champignon il prend quelques mètres carrés, mais il ne prend pas des hectares. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que le risque. Et les scientifiques pensent qu'il n'y a probablement aucun, par exemple, cancer de la thyroïde en France, en Italie. Parce que les doses sont tellement faibles, en plus ça part dans les cieux, donc c'est à 2000 mètres d'altitude le panache. Hein. Donc s'il pleut, effectivement, il y a un petit peu de pluie qui tombe, mais ça concentre un tout petit peu. Mais ça repart après sur d'autres zones. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que ce panache de Tchernobyl, qui fait très peur. Hein. Quand on voit le panache arriver, on dit qu'il y a des couleurs rouges comme ça sur les cartes, hein, donc ça impressionne. Mais il faut toujours regarder ce que c'est scientifiquement que cette radioactivité. Déjà, il y a deux sortes de radioactivité. Il y a celle qui s'imprègne par rayonnement, puis il y a celle qu'on ingère. Celle qu'on ingère est plus dangereuse, effectivement. Donc manger des radioactivités, c'est plus dangereux que d'être juste au contact. Voilà. Pareil, les sangliers, on dit les sangliers, ils ont mangé des champignons, des trucs, etc. Mais les doses sont infinitésimales. Vous pouvez manger 3 kg de sanglier pendant 10 ans, vous serez en deçà des doses dangereuses. Vous voyez.
Donc oui, le nucléaire peut être dangereux, mais au-delà d'une certaine distance, il n'est plus dangereux, parce qu'il y a une dilution gigantesque qui se fait. On est quand même en 2019, hein, et il n'y a aucune inflexion, ni en Italie, ni en France. Mais vraiment aucune. Si ce n'est qu'on regarde davantage maintenant, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus d'observations, donc on détecte plus de nodules cancéreux, parce que on observe davantage, donc on en trouve plus. Avant on regardait très peu, on ne les voyait pas toujours. Et en plus on opère souvent la thyroïde pour rien, parce que c'est pas parce qu'il y a une légère excroissance qu'il faut systématiquement opérer. Parfois il faut laisser tranquillement les choses, et c'est pas cancérigène, dangereux. Voilà. Donc les études sont formelles, il n'y a pas d'augmentation de cancer en Europe. Même à Kiev, qui est à 100 km de Tchernobyl, où les doses ont été bien supérieures à nous, eh bien on n'observe pas de croissance importante. Alors, c'est les enfants qui sont les plus en danger, hein, parce que les adultes, ils ont déjà saturé souvent leur thyroïde de iode. Les enfants, ils sont jeunes, ils ont besoin d'iode. Hein, et donc, alors, à Tchernobyl, ce qui a beaucoup tué, c'est les vaches. Parce qu'on a laissé les enfants pendant des semaines et des mois consommer le lait qui a été produit sur place. Hein, et donc, les vaches mangeaient l'herbe était très radioactive, pour le coup, les doses étaient énormes. Et donc ça a concentré dans le lait, on a laissé les enfants boire du lait, et il y a eu peut-être 1000, 1500, 2000 cancers de la thyroïde des enfants. Ça ne veut pas dire des morts, hein, ça ne veut pas dire des morts. Ça ne veut pas dire des morts parce qu'ils sont curables, ils sont souvent venus en France d'ailleurs, ils ont été donc, il y a un retrait de la thyroïde, on prend des médicaments à vie pour compenser ça, c'est terrible, hein, mais il faut toujours relativiser, voilà, c'est le pire des accidents qui puisse arriver, et ce pire-là, voilà, ça fait 2000 cancers, ça fait peut-être 50 morts, je ne sais pas, quelques années de vie en moins, effectivement, ça, il ne faut surtout pas le négliger. Hein. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire si on compare l'alternative de dire je me passe du nucléaire et donc je garde le gaz fossile, le charbon et le climat s'envenime, etc. C'est toujours un risque relatif, il faut toujours peser à notre avis. Hein. Oui, mais le risque demande, c'est par rapport aux déchets nucléaires. Alors le second sujet... Le fonctionnement quotidien de la centrale. Alors, voilà, alors deux sujets, et après on continuera les diapos, mais on continue cette parenthèse hein, sur les dangers du nucléaire. Alors les déchets et le fonctionnement quotidien. Alors les déchets, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, et les scientifiques connaissent l'atome. L'atome, il a un délai de dégradation, hein, donc au départ c'est l'atome radioactif. L'atome radioactif, pardon, et donc cette radioactivité va diminuer dans le temps. Simplement, il faut confiner cette radioactivité pour qu'elle ne puisse pas contaminer les humains, hein, et donc on les met dans des colis vitrifiés, comme du verre. Donc ce verre, il est imputrescible, il peut durer des centaines de milliers d'années. Et donc on fait des petits colis avec un petit peu de matière pour pas que ça puisse chauffer trop, etc. Donc c'est immobile. Et on le met à 500 mètres dans la terre. En fait, on a pris l'uranium dans la terre, on s'en est servi, on le remet dans la terre. La terre, elle ne râle pas. Hein. Il y en a des milliards de tonnes d'uranium dans le sol. Donc on le remet dans une couche complètement hermétique, l'argile, hein, où l'eau ne passe pas. Les pores de l'argile, c'est de l'ordre du nanomètre. Donc vous voyez que ça va rester pendant 100 000 ans. Et de toute façon, déjà dans 10 000 ans, la radioactivité aura décru. Et donc, c'est quelque chose dont on ne se préoccupe plus. Par contre, il faut faire les choses soigneusement. Et l'ANDRA est payé pour construire CIGEO, pour faire les choses très proprement. À ne pas comparer avec des amateurs qui ont fait stockamine dans des mines de sel en Allemagne, oui, ou Yucca Mountain aux États-Unis, où on bourre des trucs militaires n'importe comment. Avec des, voilà. Nous, on fait des choses proprement dans des fûts, etc. Donc, sur les déchets, je pense qu'on peut être raisonnablement confiant dans ce qu'en font nos scientifiques. Après, sur le fonctionnement quotidien, un fonctionnement quotidien, il est fait pour être contrôlé. Donc les rejets des centrales, c'est infinitésimal. Vous avez parfois quelques grammes de tritium, mais qui n'est pas très dangereux, qui va s'écouler dans des milliards de litres d'eau dans les fleuves. Donc proportionnellement, c'est infinitésimal et c'est contrôlé. Dès qu'il y a un rejet trop important, on doit le déclarer, il y a un incident sur l'échelle d'Inès, etc. L'AG, pareil, l'AG, il y a parfois des très très petits écoulements sur certains matériels, mais ils sont surveillés. Et donc on ne peut pas dire qu'au quotidien, une centrale soit dangereuse. Et d'ailleurs, on a fait des statistiques, et il n'y a pas plus de cancers autour des centrales qu'ailleurs. Il y en a même peut-être moins dans certains cas. Oui. Non, parce que c'est une observation en Corse, après l'accident de Tchernobyl, eh bien, localement, on a constaté, c'est un constat, un taux de cancer, en particulier chez les jeunes, bien supérieur à ce qu'il y avait avant. Alors, comment nos statisticiens noient le poisson? C'est tout simple. Ils nous disent, après l'accident de Tchernobyl, le taux de cancer n'a pas augmenté en France. C'est tout à fait vrai. Sauf que d'un côté, il y a 200 000 habitants en Corse, et sur le continent, comme on dit, il y a 65 millions d'habitants. Il ne faut pas être un grand mathématicien pour comprendre qu'effectivement, il ne peut pas y avoir d'incidence. Mais c'est faux. C'est une opinion, et elle est respectable. C'est scientifique.
vous pensez que c'est scientifique. Nous, on a regardé l'étude sur la Corse, uniquement sur la Corse. Et je peux vous renvoyer l'étude parce qu'elle a été publiée sur la Corse. C'est une étude italienne. Contredite par des experts italiens. Voilà, justement. Donc, je ne suis pas contre le nucléaire. Non, mais je vous explique que cette étude, elle est partisane. Écoute, elle est partisane. Et donc, les scientifiques sérieux, à mon avis, ont constaté qu'il n'y a pas d'augmentation, y compris en Corse. Mais zéro. C'est-à-dire que c'est lié à la surdiagnostication. On fait des diagnostics beaucoup plus fréquents, donc on trouve plus de cancer de la thyroïde, mais il y a zéro impact. Et d'ailleurs, c'est logique. Avec 0,17 millisieverts, comment voulez-vous créer un cancer? C'est de l'ordre du logique. Vu les doses qu'on a reçues à 2000 km diluées dans un panache pendant 3 jours, comment voulez-vous arriver à 100 ou 200 millisieverts de provoquer un cancer? C'est même du bon sens, vous voyez. La logique, elle parle d'elle-même. Et les sondages, les statistiques confirment la logique théorique. Donc pour nous, les scientifiques sont raisonnables et constatent ça. Il y a d'autres scientifiques, soi-disant, qui contestent ça. Et on pense que ce sont des gens partisans qui sont antinucléaires et qui cherchent à créer le doute, la peur, le complot. Et on pense que les bons scientifiques ont constaté les choses comme ça. Le nombre de morts par kilowattheure produit avec du charbon, par kilowattheure produit avec des éoliennes, par kilowattheure produit avec des panneaux solaires, etc. Et par kilowattheure produit avec du nucléaire. Cette étude a été faite, il se trouve... Alors, tu te souviens d'où ça vient ça vient de Francfort? Oui. Hein, c'est des scientifiques de Francfort, donc en plus c'est des Allemands. Donc on peut leur faire une confiance absolue. N'exagérons. Sur cet aspect. N'exagérons pas, Gérard. Absolu, c'est peut-être un peu fort. Oui, c'est un peu fort. Je suis d'accord. Mais on peut pas, ils sont pas partiels, c'est partial, c'est tout ce que je voulais dire. Eh bien, l'énergie qui fait le moins de morts par kilowattheure produit, parce que si vous mettez un panneau solaire par rapport à une centrale nucléaire, bon, évidemment, ce ne sera pas la même chose. Eh bien, c'est le nucléaire. Et ceux qui font le plus de morts, mais c'est de l'ordre de plus de 10 000 fois plus, c'est le charbon. Mais même dans le gaz, même dans l'éolien, même dans le solaire, c'est plus que dans le nucléaire. Par kilowattheure produit, je dis bien. Le solaire peut-il provoquer la mort? Ah ben vous savez une petite chose quand même qu'il faut que vous sachiez. Mais bon, parce que madame, les panneaux solaires sont fabriqués en Chine, et la Chine fabrique les panneaux solaires avec du charbon. Et que donc, les émissions des centrales de charbon en Chine, qui servent à faire vos panneaux photovoltaïques, pour avoir bonne conscience, en fait émettent du CO2 en Chine. Exactement. Et donc tuent des Chinois. Et des chutes. Que faut-il faire pour sauver le climat? 2 solutions, j'en ai déjà dit 2 mots. Les économies d'énergie, c'est-à-dire si on ne consomme plus rien, on est peinard. Hein, le climat est sauvé. Si l'humanité disparaît, on est peinard aussi. Il n'y aura plus d'émissions anthropiques. Il y a 2 milliards d'habitants sur la planète qui ne consomment pas d'énergie. 2 Exactement. milliards d'habitants qui n'ont pas accès à l'énergie. Actuellement. Et il faut donc substituer les énergies fossiles par des énergies décarbonées. Le nucléaire peut être dangereux, le climat l'est beaucoup plus et tuera beaucoup plus de monde. Je suis désolé de dire ça, j'ai pas envie de faire dans le catastrophisme. C'est ce que font les antinucléaires. Mais je suis désolé. Quand il y a 2 dangers, il faut choisir le moindre. Regardons en France les évolutions des émissions de CO2. J'ai pris depuis 2014, parce que je n'avais pas les chiffres, on a un peu baissé depuis, disons, 2002, parce qu'on a fait, avant on ne faisait pas attention du tout, là on fait un petit peu plus attention. On n'a pas baissé beaucoup, en gros, et en particulier, on va prendre le total, on voit qu'on est plutôt en augmentation des émissions de CO2 en France. Malgré les éoliennes qui sont posées, malgré les panneaux photovoltaïques qui sont posés. Bah oui, c'est normal, en fait, on n'a rien changé. C'est la logique. Par contre, la loi, elle dit, hein, en 2023, on sera là. Ben, je vous fais le pari qu'on ne sera pas là. C'est un scénario que l'on a mis en place, c'était en 2006. Vous voyez, hein.
Et c'est un scénario négatif. Alors, qu'est-ce que l'on propose dans ce scénario? Premièrement, d'économiser, donc tout ça, ça n'interviendra pas, parce que si on regarde par rapport à ce qui se passe naturellement si on ne fait rien, on va augmenter notre consommation énergétique. Donc, on propose de diminuer, d'accord, d'économiser tout ça, de développer l'électricité d'un facteur à peu près 2. Alors évidemment, tout ce qu'on a mis jusque-là, oui, on est là à peu près, ça n'est pas arrivé pour l'instant, et de diminuer évidemment les émissions fossiles, puisque notre objectif c'est de sauver le climat, donc de diminuer les émissions de CO2. Voilà un peu ce qu'il en est. En gros, c'est augmenter l'électricité et diminuer les émissions, diminuer la consommation de fossiles. Oui. Vous pouvez préciser le renouvellement de chaleur, hein? Eh bien, on propose de développer les renouvelables. Les renouvelables chaleur. Par exemple, avec les pompes à chaleur. Parce que les pompes à chaleur, vous avez très bien compris comment ça fonctionne. Vous mettez 1 kWh dans votre pompe à chaleur, elle va chercher des calories dehors, dans la terre, dans l'air, etc. C'est des possibilités. Et ces énergies qui viennent de l'extérieur, elles viennent évidemment du soleil. Donc c'est considéré comme du renouvelable. D'accord? Et si on investit 1 kWh, combien on récupère? 3, ça dépend. 3, 4, ça dépend. Ça dépend. 3, 4, oui. Si c'est dans une nappe phréatique, c'est beaucoup. On peut aller jusqu'à 4. Et dans l'air? Si c'est dans l'air, ben, ça peut varier suivant la température de l'air extérieur entre 2 et 3. Voilà. Voire 0 d'ailleurs. Si tu arrives à moins 10 dehors, gèle, c'est 0. Si tu veux faire du chaud qui fait moins 10 dehors, tu commences à être proche de 0. Ben, le problème, c'est qu'on givre surtout. Se chauffer au bois, par exemple, c'est un renouvelable. Donc ça, c'est peut-être à développer. Personnellement, je me chauffe en partie au bois. J'ai quand même une chaudière, mais bon, j'allume mon feu à peu près tous les jours depuis que je suis retraité. Avant, c'est quand même un peu compliqué. Mais j'ai quand même appris que c'était pas si simple que ça et que, bon... Voilà, c'est discutable. Parce quand la Grenoble était en haute pollution, 60% était dû au chauffage au bois. Oui, bien sûr. Non, c'est pas si simple. Bon, voilà, j'ai fait un choix. Le chauffage au bois, c'était bien quand il y avait 1 million d'habitants en France. Mais ça dépend des poêles aussi, ça dépend. Mais tout dépend combien de gens brûlent du bois. Ah, mais c'est un poêle, c'est pas une cheminée, hein, bien sûr. La suivante, s'il te plaît. On va avancer un peu. Alors, ce qui serait... Alors, il y a 2 postes quand même. En France, l'électricité, la production d'électricité ne produit pas de CO2 ou très peu. D'accord? Grâce au nucléaire et à l'hydraulique. Donc, il y a 2 endroits où il y a l'industrie. Je propose de ne pas trop toucher à ce truc-là parce que déjà, on n'en a plus beaucoup. Si en plus, on leur met des contraintes, on est mal parti. Alors, je vais plutôt m'intéresser. Ils ont beaucoup progressé. Et en plus, ils ont pas mal progressé, oui. Enfin, je me suis toujours posé la question, ils ont progressé parce que l'industrie a régressé, les deux. Ou parce qu'ils ont fait des progrès? Bon. Non, ils ont fait des progrès. Ils ont fait des progrès, très bien. Ok. Alors, il y a deux endroits, il y a les transports et le chauffage des bâtiments. Donc les transports, il faut passer du moteur à explosion au véhicule électrique. Personnellement, je roule en Zoé. J'ai appris, alors c'est pareil, j'ai fait un choix. C'est pas un choix idéal. Pourquoi? Parce que si tout le monde passait à la voiture électrique, il n'y aurait pas assez d'électricité. Pas d'électricité, de matière pour faire les batteries. Non. Hein? C'est du cobalt, on va en manquer. C'est le litène. Je fais une parenthèse là-dessus si tu veux. D'accord. Donc ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est des véhicules hybrides rechargeables, où la batterie est plus petite. Elle donne une autonomie de 50 km. Et puis si vous êtes en panne, ma foi, vous pas rouler à l'essence. Et ça, c'est une bonne solution. Comment? Toyota ou Honda, je sais qu'il y a une marque. Toyota, c'est ambigu leur truc parce que... Hybride rechargeable. Je dis bien rechargeable. Les hybrides rechargeables, c'est pas pareil. C'est pas pareil, oui, d'accord. Les voitures hybrides non rechargeables, vous faites en électrique, allez, moins de 10 km. Ensuite, vous passez en thermique. Alors que l'hybride rechargeable,
Et la seule source d'énergie dans une hybride non rechargeable, c'est l'essence que vous mettez dans votre véhicule. Avec une hybride rechargeable, tu fais plus de kilomètres en électricité qu'avec une hybride normale. Donc je suis désolé qu'en France, on n'ait pas encore développé grand-chose dans ce domaine. Développer les transports en commun, c'est le lieu commun, je vais dire ça. Oui, il faut faire. Il faut des services, des transports en commun qui fonctionnent bien. J'avais à regarder sur mon application de la gare de Lyon pour venir ici, on me disait 25 minutes. J'ai mis 1 heure. Donc il faut que ça fonctionne quand même. Prendre le B, Il faut pas prendre le B. On vient comment pour la Rennes? En bus, tu prends le bus à la porte d'Orléans. Ah d'accord. Ah, faut déjà aller pour d'Orléans. Tu prends le 197. Alors, ce qu'il faut aussi bien comprendre, j'ai acheté une Zoé. J'ai une batterie dessus. Où est fait ma batterie? En Chine, bien évidemment. En Chine, qui est l'usine du monde, comme chacun sait. Alors c'est une aberration, parce que pour construire des batteries, il faut de l'électricité. Si elle est faite avec du charbon, c'est pas terrible. Donc la Chine produit des batteries et nous envoie finalement des émissions de carbone sous la forme de la batterie. C'est l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire en gros, fabriquer les batteries en France et les envoyer en Chine. Je ne suis pas sûr qu'économiquement ça peut fonctionner. Mais le recyclage aussi. Comment? Le recyclage des batteries. Alors, il faut évidemment prévoir le recyclage, mais on ne va pas prévoir le recyclage avant de fabriquer des batteries. Bon, donc je pense que ça va se faire parce que les matériaux qui sont dedans représentent de l'argent. Je ne suis pas trop inquiet sur cet aspect. Il y a le vecteur hydrogène. Alors, premièrement, ce qu'il faut dire, j'ai bien dit vecteur hydrogène, parce qu'il y en a qui considèrent que l'hydrogène, c'est une source d'énergie. Eh bien non. Il n'y a pas d'hydrogène dans la nature utilisable pour faire de l'énergie. Il faut la fabriquer, on la fabrique parfois par hydrolyse de l'eau, mais pour ça, il faut de l'énergie pour hydrolyser de l'eau. Donc si on le fait, alors c'est très en vogue actuellement, pourquoi? Parce que c'est une façon de stocker de l'énergie. Et pour les renouvelables, c'est utile. Maintenant, il faut regarder aussi le coût total. Et le danger. Et le danger aussi, parce que évidemment, si vous avez une voiture hydrogène, c'est fini, vous n'irez plus jamais vous garer dans un garage souterrain. Tu recharges. Et d'autre part, quand vous rechargez aussi. Non, bien sûr. Mais bon, je pense que pour les trains, pour certaines applications, ça peut être utile. Il faut au moins l'étudier. C'est pour ça que j'ai bien mis étudier et je n'ai pas mis développer. Étudions et développons après. Oui? Oui, sur la slide précédente des transports, il y a quand même 2 choses que je ne vois pas trop. Alors, la première, c'est c'est bête, mais le vélo et le fait qu'on peut, en fait, c'est peut-être pas un problème de comment on fait des bonnes voitures, mais comment on pourrait ne plus utiliser sa voiture trop. Alors, soit avec le vélo, soit une réorganisation de la société autour d'un circuit plus court. Mais c'est pas à court terme, c'est plus dans le... Je ne sais pas combien de kilomètres vous avez à faire pour aller soit étudier, soit parce que je vous vois bien jeune. Mais bon, des fois c'est un peu loin quand même à vélo. Je suis d'accord, mais comment transformer la société pour qu'il y ait moins loin pour chacun? C'est plus ça l'enjeu. Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire est quelque chose qui m'inquiète un tout petit peu. Pourquoi? Parce que l'idée que chacun peut faire quelque chose dans son petit coin pour sauver la planète. Vous avez entendu parler de ça. Ça me paraît complètement aberrant. Ce sont les politiques qui se défaussent en disant ça. Il faut regarder la Hollande. La Hollande, ils sont tous à vélo et ils consomment plus. Voilà. Très bon exemple. Très bon exemple. La Hollande fait beaucoup de vélos, mais ils émettent plus de CO2 que les Français. Voilà. Donc on fait quoi? Faut faire un peu attention. Il faut bien comprendre tout ça. Et les Chinois qui faisaient beaucoup de vélos, ils en font moins maintenant. Jean-Pierre. Oui. On va passer au bâtiment. Il y avait une autre partie dans la question. Il y avait une autre partie dans la question qui était? Vous parlez des transports, mais vous ne parlez pas de l'aviation. C'est 2 à 4%, je crois, des émissions de CO2 mondiales. Il faut en parler, bien sûr. C'est pas rien. Mais je crois que... Ça augmente énormément aussi. Oui, je ne dis pas le contraire. La voiture... Moi, je prends plus souvent ma voiture que l'avion. Hein. Ça fait 5 ans que je n'ai pas pris l'avion, alors... Non, mais c'est les camions. La pollution, des transports, des camions. Si vous allez sur la francilienne ou la 86,
Ou les autoroutes, il suffit de faire un tour sur l'autoroute. Les camions sont en permanence. Donc, on peut résoudre quand même le problème du déplacement urbain, celui que vous avez parlé tout à l'heure, par le vélo ou la voiture électrique. À partir de plus de 70 ans, ce qui est mon cas, le vélo, c'est quand même un petit peu contraignant. Si je peux m'expliquer. Voilà. La Hollande, c'est 480 grammes. C'est pour ça, brader la SNCF, c'est vraiment... De CO2 par équivalent pétrole. C'est ça, 484, c'est 10 fois plus. On passe au bâtiment, si vous voulez bien, comme ça on pourra discuter un petit peu plus par là. Alors, il faut donc substituer l'énergie fossile dans le chauffage des bâtiments, gaz compris, parce que pour l'instant, en gros, on est content quand on substitue finalement du charbon, quand on met du gaz à la place du charbon. Moi, je ne trouve pas que c'est une bonne idée, parce que même si c'est 2 fois moins d'émissions de CO2, pour des centrales, on va fabriquer des centrales toutes neuves à gaz, pour remplacer le charbon, et elles vont durer 2 fois plus longtemps. Donc elles vont émettre 2 fois moins, mais 2 fois plus longtemps, donc ça n'a aucun intérêt. Et donc, je vais aller dans le sens de ce que Jean-Pierre a dit tout à l'heure, réglementation thermique qui doit tenir compte des émissions de CO2. La réglementation thermique, c'est quand même quelque chose que je trouve assez fondamental, ne prend pas en compte des émissions de CO2. Jamais dans la réglementation thermique, on vous dit ah ben, n'utilisons pas cette énergie-là parce qu'elle émet du CO2, utilisons plutôt celle-ci. Jamais. Quand même quelque chose qui est terrible. Évidemment, il faut isoler les bâtiments. Vu le prix que ça coûte, je suis à peu près sûr que ça ne se fera pas vraiment. Non, c'est inadmissible que ça ne soit pas fait. 40 000 euros pour 40 000 euros pour une maison. Pour les meubles, je comprends. Et puis encore, on voudrait voir les résultats. Un autre aspect, c'est évident qu'il faut le faire, il faut faire des choses très isolées dans les bâtiments neufs. C'est une grande évidence, parce que quand on fait un bâtiment neuf, c'est pas très, ça n'augmente pas énormément le prix. Enfin, ça l'augmente, mais pas énormément. Donc il faut le faire. Mais quand même, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été faits comme ça, dits des bâtiments basse consommation. Moi, il se trouve que je suis en contact avec des bâtiments et des gens qui vivent dedans. Ils ont tous acheté des radiateurs électriques. Parce que c'est mal fait. Oui, mais ça... Je ne crois pas que c'était mal fait. C'est pas aussi efficace qu'on le dit, c'est tout. C'est ce que je pense. C'est un complément, c'est tout. Comment? C'est un petit complément dans ce cas-là, le radiateur électrique. Petit. Mais quelque chose qui est bien isolé. Vous en connaissez? Oui. Moi, j'avoue que je n'ai pas de réponse très positive sur cet aspect. Les lois de la physique sont au-dessus des lois humaines, il ne faut pas oublier ça. Oui. Juste une incidente sur la mauvaise information, il y a un sondage récemment selon lequel les Français pensaient que le nucléaire était plus facteur de gaz à effet de serre. Oui. Ce qui est absolument... 40% des gens pensent que le nucléaire émet des gaz à effet de serre. C'est quand même terrible, ça. Parce qu'en gros, comme les écologistes sont contre le nucléaire, que ce sont eux qui... Je vais aller plus loin. J'ai vu une conf un jour devant des gens qui étaient conseillers municipaux écolos de la ville du Creusot. C'est là-bas. Et il y a donc ce conseiller municipal qui me dit comme question, mais il dit, mais pourquoi vous dites que le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre? Pourquoi vous dites ça? C'est quand même pas normal, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment... il faut quand même savoir un peu de choses, quoi. On est un pays où les citoyens doivent être éclairés. S'ils ne le sont pas, ça va plus. C'est-à-dire avoir des vraies informations pour pouvoir se faire une opinion. Et pas l'inverse. Hein? C'est-à-dire avoir une opinion et puis développer des arguments qui s'appuient sur rien. Disons 2 mots de la RT 2012. Il y a des choses pas totalement mauvaises. Alors, pour tout dire, hein, ce contenu la plume, c'est quand même l'ADEME. L'ADEME, je vous signale que ça a été repris à un moment donné par Madame Voynet, qui a fait rentrer dans l'ADEME
uniquement des gens qui étaient de son bord. Alors c'est une agence financée par le gouvernement, c'est-à-dire en gros c'est nos La infos. défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Voilà, voilà. Et, la RT 2012, elle dit quand on fait un bâtiment neuf, il ne faut pas qu'il consomme plus de 50 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire. Et tout est dans le primaire. Tout est dans le primaire. Ben, l'énergie que vous consommez, si c'est de l'essence, ou du charbon ou du gaz, on va dire que c'est à peu près de l'énergie primaire. C'est-à-dire, en gros, vous avez autant d'énergie que vous avez été en chercher dans la Terre. Si c'est de l'électricité, il a fallu la produire. Et il y a toujours un rendement pour passer de l'énergie, par exemple, prenez 1 kg de charbon, eh bien vous n'allez pas avoir dans votre électricité autant d'énergie que le kilo de charbon en contient. Il y a un rendement pour passer du charbon à l'électrique. Le rendement, il peut varier de 40-50% jusqu'à 60-70%, peut-être un peu fort, 70%, 60% je crois à peu près, pour le gaz dans les meilleurs des cas. Donc voilà un peu. Donc le chauffage électrique, avec ça, il est fortement pénalisé puisqu'on lui donne un coefficient de 2,58. C'est-à-dire que vous n'avez plus droit à 50 kWh par mètre carré par an, mais vous n'avez droit plus qu'à 19. Autant dire que c'est quasiment impossible, sauf une isolation dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, qui est quand même très compliquée à faire. Parce qu'il faudra aussi faire une ventilation forcée, etc. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas de bonne isolation sans ventilation. En gros, c'est plus possible. Compliqué. En gros, c'est plus possible. Donc voilà. Alors, sauf si on peut mettre des pompes à chaleur. Donc ça veut dire qu'on est obligé de se chauffer avec du gaz. Et d'ailleurs, on a vu depuis 2012, toutes les maisons qui sont construites sont toutes au gaz, vous pouvez regarder autour de vous. À quelques exceptions près. Alors, ce que j'espère pour la RT 2020, c'est que ce ne sera pas pareil. Jean-Pierre aussi, si j'ai bien compris. Ben, on y travaille. Je suis très inquiet. On y travaille. On y travaille, mais bon, la force en face est quand même très, très forte. Parce que ce qui est actuellement dans les tuyaux, c'est reprendre la RT 2012 et rajouter simplement des panneaux photovoltaïques au-dessus du toit, ce qui ne présente absolument aucun intérêt, puisque on va faire venir ces panneaux de Chine, sauf que le CO2 émis sera comptabilisé sur la Chine, alors qu'il devrait être comptabilisé d'ailleurs pour le pays qui l'importe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le transport, quoi. Il y a le transport, mais c'est relativement pas beaucoup le transport par rapport à ce que les gigantesques bateaux, il y a tellement de volume dessus que c'est pas très important. Donc, il faut rajouter des énergies renouvelables. Voilà ce que c'est que la RT 2000. Enfin, ce qui est dans les tuyaux de la RT 2020. L'aspect commerce extérieur de la France et de l'énergie. Vous savez qu'on a un déficit commercial qui est de l'ordre de 60 milliards d'euros par an. Oui, et ça depuis 10 ans. Donc 40 pour l'énergie. Donc 40 pour l'énergie. Alors, 39 pour les fossiles et 1 pour l'uranium. Attends. Pour l'uranium, justement, je vais en rajouter quelque chose. Parce que l'uranium, on importe pour environ 300 millions à 400 millions d'uranium par an. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Par rapport aux fossiles, c'est que dalle, quoi. Et on exporte de l'électricité qui est produite à 80% à peu près par du nucléaire, et on exporte pour 2 à 3 milliards. Donc finalement, ça nous rapporte, c'est la seule filière qui rapporte, alors que les panneaux photovoltaïques, on importe les panneaux photovoltaïques de Chine, donc ça pèse sur le commerce extérieur. Les éoliennes viennent d'Espagne ou d'Allemagne ou de je ne sais pas où encore, et ça pèse aussi sur le commerce extérieur. Alors ça, c'est une chose qui est quand même intéressante à regarder. C'est premièrement le PIB, quand on regarde la France. Alors, on est situé là à peu près, on est situé à peu près par là maintenant.
Alors ce graphique a été fait il y a quelques temps, mais il est encore complètement d'actualité. Ce que je vais vous faire remarquer simplement, c'est cette courbe-là. Ça, c'est les émissions de CO2. Et on voit la diminution d'émissions de CO2 à partir des années 70-75. Et c'est très clairement corrélé avec la naissance du nucléaire en France. Et la crise du pétrole. Comment? La crise du pétrole aussi. On a continué. Ah ben c'est pour ça qu'on l'a fait, hein, le nucléaire. C'est parce que le pétrole commençait à manquer, parce que l'OPEP avait fermé les robinets, et donc voilà. Tu voulais dire quelque chose? On a continué à consommer du pétrole de manière croissante, de toute façon. Oui. On est quand même à 40 milliards par an d'importation d'énergie fossile. C'est à peu près l'équivalent de notre déficit commercial. Ouais. C'est plus des 2 tiers. Plus des 2 tiers du déficit commercial de la France, ce sont les énergies fossiles. Il faut le savoir. Gaz, pétrole, du charbon, enfin gaz, pétrole, pour l'essentiel. Alors, on a réfléchi avec quelques copains à regarder ce qu'on pouvait faire au niveau mondial, parce que c'est bien gentil de s'intéresser aux bâtiments à énergie positive, à l'aspect même français, sachant que la France, c'est à peu près 2%, je crois, des émissions, 1% des émissions de CO2 mondiales. Il faut le faire, mais il y a peut-être aussi à réfléchir au monde. Au monde. Alors, on a fait donc un scénario mondial, et bon, je vous mets les conclusions, c'est un article qui fait 40 pages à peu près, et donc, qui est donc un article scientifique relu dans des comités de lecture, et qui est publié dans un journal international. Et par le GIEC. Comment? Et par le GIEC qui a publié... Qui a repris. Oui, le GIEC a repris ça. Le GIEC dit il faut développer le nucléaire quand même. C'est nouveau, c'est la première fois qu'il le dit, donc on peut se trouver très content. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Développer les énergies en règle générale, pas seulement l'électricité. Beaucoup pour quand même sur l'électricité, mais quand même pas trop. L'éolien, il faudrait arriver à le multiplier par 80, c'est pas rien, hein? 80. Le solaire, par 300. En particulier le thermique, mais aussi l'électrique, dans les pays en particulier qui sont sans réseau. Parce que si vous êtes dans un village, je vais dire africain comme ça, c'est quand même quelque chose qui est fabuleux. Si vous avez un pack de batterie, des panneaux solaires, et si le soir vous pouvez continuer à travailler, à lire, à faire quelque chose comme ça, enfin avoir un peu d'électricité, quoi. C'est quelque chose qu'il faut quand même pas oublier. Il faut multiplier le nucléaire par 50. Pas rien, hein. Mais ça, c'est la seule façon de contenir le climat. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Donc 50, ça veut dire qu'on aura bientôt plus assez d'uranium. Donc que faire? Eh bien la solution, elle existe déjà depuis longtemps, c'est de passer au surgénérateur. C'est-à-dire Superphénix. Superphénix utilise finalement les déchets, enfin une grande partie des déchets des centrales nucléaires qui brûlent dans de nouveaux réacteurs, que Madame Royal, je crois, a fait fermer, c'était elle? Je ne sais plus. Non, c'était avant elle. C'était avant elle, c'était... C'était Jospin, quoi, en gros. C'était Jospin. C'était Jospin, pour dire les choses simplement, a fait fermer. On avait 25 ans d'avance sur tous les pays. Maintenant, on n'a plus cette filière, on n'est plus capable de la produire, et ce sont les Russes, les Chinois et les Indiens. Les Russes, ça fonctionne déjà, les deux autres, c'est en cours de fonction. Les États-Unis aussi. Un peu, mais plutôt des études que des constructions d'appareils. Mais plus que nous. Ah ben, nous, on a à peu près asséché les crédits d'Astrid. Hein. Il y avait un projet qui s'appelait Astrid, et on a asséché les crédits, le CEA ne va plus faire ça. Donc, avec ce choix, finalement, on peut se passer des énergies fossiles à partir de 2060, et l'augmentation de la puissance nucléaire d'un facteur 50 suppose évidemment, c'est ce que je viens de dire, la généralisation des réacteurs surgénérateurs
comme on a eu pour Phoenix et Super Phoenix, on en a eu 2. Et là, à partir de 2100, on ne ferait que de ce type de réacteur. Oui. Je crois que j'ai fini après, hein, Jean-Pierre. Ben voilà, Voilà. Attends, il y a un jeune, on va laisser parler les jeunes. Non, c'est juste pour ce scénario, ça suppose une consommation d'énergie qui est constante par habitant par... Non, sans doute en augmentation, parce que, comme disait Jean-Pierre, il y a 2 milliards d'individus qui n'ont pas accès à l'électricité. Il faut qu'ils puissent consommer, peut-être pas comme vous et moi, mais qu'ils puissent consommer un peu. La question, c'est sur le projet ITER, la fusion nucléaire. Ça pose des problèmes techniques absolument redoutables. ITER, on en reparle dans 100 ans. Je pense que ça pourra peut-être fonctionner dans une centaine d'années. C'est pas fait pour maintenant. C'est à peu près ce que j'avais compris. Mais voilà. Alors, et puis sinon, l'observation, très rapidement, c'est que pourquoi le charbon? Parce qu'il a un prix très inférieur et qu'il n'y a pas de coût de l'émission. C'est ce qui pose le problème. Tant qu'on ne pouvait pas payer les émissions de CO2. La sanction de ceux qui ne mettent pas en place une taxe carbone. Bien sûr. Pour dire les choses très rapidement, je suis relativement opposé à une taxe carbone qui serait purement nationale. Je suis par contre un chaud partisan d'une taxe carbone internationale. Oui. Parce qu'une taxe carbone qui est purement sur notre pays, c'est complètement idiot. Parce qu'on va importer, finalement, le carbone venant des pays extérieurs. C'est complètement idiot. C'est comme les OGM, ça. Vous savez, les OGM, on peut être pour ou on peut être contre. Personnellement, je suis pour. Je vous le dis. Par contre, je suis totalement opposé, vraiment complètement contre ce choix qui est le choix de la France, pour l'instant. Parce qu'on peut importer des OGM, on n'a pas le droit d'en cultiver. On marche sur la tête quand même. L'article de Macron là, du Monde de la semaine dernière, la taxe carbone était à 5 € il y a 3 ans. De la tonne. Ah oui, c'est ça, d'accord. 5 € la tonne, il y a 3 ans. Elle est à 20 € aujourd'hui. Macron propose qu'on la passe à 600 € la tonne. Tous ceux qui émettront du CO2 paieront 600 € la tonne de CO2 émis. À condition que ça soit. Vous savez, une filière énergétique, ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça ne se fait même pas en une année. Ça ne se fait même pas en 10 ans. Il faut au moins une bonne trentaine d'années pour faire une filière. Et puis, dans le cas d'ITER, comme la question m'a été posée tout à l'heure, eh bien, c'est plutôt une centaine d'années. Donc, il faut quand même se rendre compte de ça. Par contre, on a des filières qui fonctionnent. On a des choses qu'on sait faire. Alors moi je veux bien que vous me disiez, mais finalement vous avez manqué d'imagination. Je suis désolé, moi je vous ai donné des solutions, puisque je vous ai mis un scénario mondial. Alors, j'ai sans doute aucune imagination, mais enfin on a fait ce travail-là. Hein, pour quand même un peu accepter un peu que le travail que l'on peut faire. C'est vrai que la question du stockage est une vraie question. Parce absolument. Je comprends que la transition énergétique, elle est quand même aujourd'hui incontournable, quelque part. Ça paraît difficile de lutter. Pour le climat, l'objectif doit être le climat. Voilà, le climat. Et c'est vrai qu'effectivement, les énergies renouvelables qui ne produisent pas de CO2 comme le nucléaire, c'est parfait. Mais effectivement, le problème du stockage... Deux choses. L'économique, c'est-à-dire le coût. Parce qu'il faut le situer, si vous êtes prêt à payer 10 fois plus cher votre énergie, tout va bien. On pourra faire du renouvelable. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt à ça. Et puis, malgré tout, il faudra quand même le stocker. Question, combien ça émet de CO2 de faire une centrale nucléaire pour avoir un ordre de grandeur. Voilà, parce qu'on la construit qu'une fois, quoi. Donc en fait, on est quoi à 6 grammes au kilowattheure pour le nucléaire, alors qu'on est à 800 grammes pour le charbon. Et c'est inclus. Donc la construction de la centrale et 400 grammes, ça va produire pendant 60 ans, donc c'est réparti, quoi. Et en termes de matières premières, ça économise un facteur 10 par rapport à l'éolien sur le cuivre, le béton. C'est une chose importante. Ça, c'est une chose importante. Le cuivre en particulier, qui est un métal qui est tendu. Je veux dire, dans peu de temps, on n'aura plus de cuivre. Les écolos qui disent oh, ben, on n'a pas le droit de faire des traitements, sauf qu'ils sont d'accord pour mettre quand même du sulfate de cuivre sur les vignes. Ce qui est quand même une belle connerie, parce que là, on ne va pas le retrouver, hein, ce cuivre-là.
Hein, on va mieux mettre des produits chimiques dont ils ont horreur, mais bon, voilà. Mais le cuivre, c'est 3 fois plus de cuivre, voire 12 fois par kilowattheure produit. Pourquoi? Parce que ça travaille qu'une partie du temps, et évidemment, le temps où ils ne produisent pas d'électricité, le cuivre, il est quand même là. Et il faut 2000 éoliennes pour un réacteur, donc c'est extensif. Plus c'est intensif, plus on économise de la matière première. Dès que c'est extensif, on multiplie les machines, qui produisent finalement assez peu par machine. Toujours se ramener au kilowattheure produit. Sinon, on ne fait pas ça pour la beauté du paysage, quand même, je pense. Aussi bien les centrales nucléaires que les éoliennes. Gérard, les éoliennes, il y a quand même des gisements éoliens. Si tu vas les mettre au bon endroit avec offshore, tu vas passer avec un taux de charge de 20%, tu vas passer à 60%. Alors, la moyenne, on va rappeler les chiffres. Hein. L'éolien terrestre en France, c'est 23% du temps. Et l'éolien marin, c'est 36%, on va dire. Hein. Si vous montez en mer du Nord, effectivement, vous montez à 40%. Ça dépend où. Voilà. Et donc, si c'est pur charbon et que vous mettez 40%, c'est bien, parce que vous allez réduire le charbon. Ça, c'est vrai.